Et bonsoir à tous. Comment ça va? Bon, alors on a qui? On a Nico, coucou à toi, Roxy, Fred, Viglo voilà, qui daigne être présent ce soir et qui chante, Je l'ai interrompu dans sa chanson, j'en suis navrée. Et coucou Jenny, le retour de Jenny pour les quiz. Comment ça va? Mais non, mais on est là, on parle. Comment ça va? Et coucou Katsu. Bon, bah ça fait plaisir de vous voir. On est de retour sur les lives à 20h. J'ai un peu enchaîné là, j'étais un petit peu perdue dans mon emploi du temps. J'ai paniqué. Mais voilà, c'était cool. Petite séance bien sympa, donc c'est chouette. Euh, et coucou, oh mais ça marche, ben, merci beaucoup pour ton lurk. Bon appétit, profite bien avec ta sœur. À très vite, hein, maquillage. Ce soir, donc, on va avoir un live de 35 questions. En vrai, je pense que ça sera pas trop long non plus. Mais voilà, on part dans la psychanalyse. Enfin, on y retourne en tout cas. Et bon, ça sera peut-être un peu, je sais pas, je vais rien dire. En vrai, je vais rien dire parce qu'il y a des notions qu'on a déjà vues un petit peu et tout. Donc voilà, ça va être du revu. Voilà. Pour vous jouer un mauvais tour. Eh bien, peut-être, qui sait. Est-ce que vous allez me jouer un mauvais tour? Ça serait pas très gentil. Donc, j'ai chaud, c'est très chaud. Il a plus de 3 gouttes, hein. Je me suis dit, ça y est, ça pète, il y a de l'orage, ça va rafraîchir. Que dalle, rien du tout. Non. Le frais, c'est pas pour maintenant. Tac. Donc, comme d'habitude, hein, vous avez le lien pour rejoindre le quiz qui est épinglé. N'oubliez pas que vous avez un décalage entre ce que vous voyez à l'écran et le live. Ah, oui, la guerre. J'ai arrêté mon écoute et un jour une femme pour écouter Julie. Oh, très beau, mais tu es en chanson racée boulasse ce soir, quand même. Mais c'est bien, enfin c'est bien, c'est des jolies chansons, mais c'est un peu triste, non? On va mettre la musique, la magnifique musique. Tac. Et voilà. Donc, installez-vous bien. Je regarde si je suis bien prête aussi, surtout. Ok. Allez, bon, on est parti. Mais je n'ai aucune rêve. Il serait temps de vous en rendre compte quand même à un moment donné, les gars. Allez, on est parti. 3 premières questions. Des chansons boulasses. Oui. Tu sais pas ce que ça veut dire? Ah d'accord, merci Nico, si c'est ça. Alors, selon Freud, quelle est la partie du psychisme qui est totalement inaccessible? Le conscient, l'automatique, le préconscient ou l'inconscient? Plutôt question facile, attention, hein. Je vous mets pas la pression, mais quand même. La partie du psychisme totalement inaccessible. Non, je sais pas, bah, qui fout les boules, qui fait pleurer, qui fait chialer, qui te fait vivre des émotions. Putain, tu m'as fait rire. Oh, je t'ai fait rire. Tu sais ce qu'on dit, hein. L'inconscient. Effectivement, le conscient, justement, le conscient, c'est la partie qui va être totalement accessible. Voilà, c'est le conscient. Et l'inconscient, effectivement, c'est tout ce qui est inaccessible. Je sais pas du tout. On va continuer. Je sais pas du tout comment il est foutu ce quiz. Je pense qu'il y a des couilles de partout. En quelle année Freud a-t-il développé la première topique de l'appareil psychique? Et quand je dis couilles, évidemment, c'est ça en lien avec Freud et ces trucs, hein, vous aurez compris. C'est une façon de parler. Donc en quelle année? 1920, 1900, 1895 ou 1910? C'est un peu une question bâtard, je l'entends. Alors je fais avec les hommes. Qu'en pense la psychanalyste? De quoi donc? Qu'est-ce qui marche avec les hommes? Des chansons boulasses? D'avoir des émotions? Oui. Enfin, si c'est ça la question, oui. Ok, on a un petit peu de tout, hein. Je comprends, c'est pas très sympa comme question, hein, mais effectivement c'est en 1900. Et troisième question, dans la première topique, Freud décrit quelles instances du psychisme? Le conscient, le surconscient et l'inconscient, le préconscient et le conscient, le moi, le surmoi et le ça, ou le conscient, l'inconscient et l'automatisme? Femme qui rit à moitié dans le... Oui. Je sais pas. Je sais pas si ça marche. Moi, je pense que oui. Après, en se disant qu'il a connu les 2 guerres mondiales,
Eh oui, le pauvre. Tu faisais référence à ça, non? Oui, mais oui, mais vu qu'on a un certain décalage, certainement, tu sais, je passe très vite à autre chose, hein. Voilà, je ne m'attache pas. Euh, ok, ok, c'est pas grave. Bon, alors, petit blabla. Donc, l'appareil psychique défini par Freud, ça désigne le mode d'organisation et de fonctionnement du psychisme humain. Donc lui, il a développé deux topiques. La première en 1900, où il va décrire dans différents lieux l'inconscient, le préconscient et le conscient. Ok? On passe à deux nouvelles questions. Comment Freud décrit-il l'inconscient dans la première topique? L'inconscient est volontaire, rationnel, inaccessible ou contrôlé par la pensée logique. La dévoreuse d'hommes, la menthe religieuse, on appelle. Il a une tête toute triste, la Freud, je trouve. Ok. Effectivement. On blablate après, hein. Deuxième question. Elle les fait rire, puis elle les oublie. Exactement. Par quel mécanisme l'inconscient est-il ordonné selon Freud? Par les processus cognitifs, par les pulsions sexuelles, par nos mécanismes de défense ou par nos désirs refoulés? Là, on revoit, on révise les bases de la psychanalyse. Et n'oubliez pas, hein, dans 2 mois, un peu plus de 2 mois, on a le grand quiz de Psycha. Ok, intéressant qu'il y ait tant d'erreurs à cette question. Ok, ok. Ça m'étonne, tiens. Donc, l'inconscient, on va le retrouver dans les rêves ou dans les lapsus, par exemple. Et donc, ces éléments, ils sont constitués de représentations psychiques qui contiennent des charges affectives et donc qui ne sont pas accessibles à la conscience. Forcément, on est dans l'inconscient, hein, d'accord? Donc, il est inaccessible et c'est notre partie cachée qui est ordonnée par nos mécanismes de défense. Ça, on va les voir, on va les développer. C'est pas dans le doute. Le cul. Ah, mais non! Souvenez-vous, papa, maman ou le cul? Deux prochaines questions. Où se situe le préconscient selon Freud? Entre l'inconscient et l'automatique, entre le moi et le surmoi, entre l'inconscient et le conscient, ou entre le ça et le moi? Logiquement, si vous avez suivi, la question n'est pas très difficile, hein. Moi aussi, j'étais piégée. C'est bien. C'est bien. L'automatique, ça n'existe pas. Je sais pas combien on a fait de questions. Attendez. 3 et 2. Il en manque qu'une. Je crois. Ouais, le préconscient est régi par des processus en lien avec quel principe? Le principe de satisfaction, le principe de plaisir, le principe de réalité ou le principe de réflexion? Entre le fromage et le dessert. Je me fais penser à une chanson vraiment triste, celle-ci. Ah, laquelle? Le fromage et le dessert, ça te fait penser à une chanson triste? Ah, t'es en mode nostalgique ce soir, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te donnes la boule. Non, mais les boules. Il va la retenir celle-ci. Donc effectivement, c'est le principe de plaisir. Donc, le préconscient, il pourrait être comparé à une rive. L'inconscient, il est sous l'eau, et le préconscient, c'est la rive. Il est un peu découvert, mais pas trop. Donc il va se trouver entre l'inconscient et le conscient, et il est régi par des processus en lien avec le langage et le principe de plaisir. Et donc le conscient, bah, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait de nous. Voilà, tout ce qui est vraiment à la conscience, tout ce qu'on peut dire. Il y a un retard de fou. Ah ouais? Bah ça fait un petit moment ouais, que c'est en décalage. Navré, je n'y peux malheureusement rien. En quelle année Freud a-t-il développé la deuxième topique de l'appareil psychique?
1923, 1910, 1945 ou 1900? Oh, il y a de l'air, visiblement. C'est magnifique. Ok. Bien joué. Ouh, on a trois bonnes réponses d'affilée. Donc effectivement, c'est en 23 qu'il écrit la deuxième topique. Et donc, il décrit quels éléments du psychisme humain. Le conscient, l'inconscient et le préconscient, le ça, le moi et le surmoi, le moi, le ça et l'automatisme, ou le préconscient, le surmoi et le ça. Ok, bien joué, effectivement. Le préconscient, on l'a déjà vu, donc ça ne pouvait pas en faire partie. Ok, donc là, on passe à deux prochaines questions. Le ça fait-il partie... Ouais, le ça fait partie de quel domaine du psychisme plutôt? De l'inconscient, du conscient, du surmoi ou du préconscient? Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. J'avance toujours là. Ok. Ok, mais tu es bon, tu es bon. J'avais dit, elle jette mon cadavre à la mer entre le premier et le deuxième. Ah oui, je vois. C'est triste, plutôt. Quel principe régit le fonctionnement du ça? Le principe de réalité, le principe de réflexion, le principe de moralité ou le principe de plaisir. Donc le ça fait partie de l'inconscient. Donc, c'est quel principe qui régit tout ça? Oh, c'est triste. Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, effectivement. On est dans l'inconscient, donc on est loin du principe de réalité et on est dans le principe de plaisir. Donc, le ça, c'est dans l'inconscient et il est régi par le principe de plaisir. En fait, c'est tout ce qui va sortir du plus brut, du plus archaïque, vraiment de tout ce qu'il y a au fond de nous. Le ça, il ignore les jugements de valeur, le bien, le mal. Ça va être vraiment une partie obscure, impénétrable de notre personnalité. Il n'y a aucune censure. C'est vraiment YOLO, hein, dans l'inconscient, c'est la folie. Donc maintenant, on va passer à l'autre. Comment Freud considère-t-il le moi? C'est comme le pôle inconscient, comme le pôle réceptif, comme le pôle instinctif ou comme le pôle défensif. Donc là, on a vu le ça, qui était en lien avec l'inconscient. Bon, déjà, personne ne me l'a mis, c'est bien. Effectivement, ça va être le pôle défensif. Alors, on n'a pas le droit d'être à fleur de peau. Mais bien sûr que si, mais peut-être qu'il y a une raison à cela. Et quel est l'un des rôles principaux du moi? Il renforce les mécanismes de défense, il régule les angoisses, il développe les pulsions sexuelles ou il gère l'accès au préconscient. J'avais pas vu que dans le fond c'était une ville, c'est un peu chelou. La psychanalyse. Bah oui, mais pour faire la psychanalyse, il faut que le patient y parle. Donc, ok. Ok. Donc, le moi, il va être considéré comme le pôle défensif. Il est pris entre la réalité extérieure, le surmoi et le ça. Et il va essayer de réguler les angoisses. Et enfin, on passe à la dernière partie. Quelle fonction est attribuée au surmoi? C'est le pôle de réalité, le pôle du plaisir, le pôle de régulation des pulsions ou le pôle de censure? Je suis une carte. Ouais, ça te va bien là. Ça t'arrange bien. Oh là là. La température, quoi. Ok.
Deuxième question. Comment se forme le surmoi de l'enfant selon Freud? La magie. Le pôle de... Oh là là! Donc, le surmoi, à partir des expériences scolaires, à l'image du surmoi de ses parents, par la confrontation avec la réalité ou par l'émergence de ses propres désirs. Ok, ok. Alors, du coup, enfin, le surmoi, c'est le pôle de censure. Il va être en fait le représentant des exigences éthiques de l'homme. Et donc, le surmoi de l'enfant, il se forme à l'image du surmoi de ses parents. En fait, le surmoi, faut se dire que c'est notre conscience morale. Voilà. Ceux qui en ont. Ok. Donc maintenant, on va parler. Ça va être un peu l'objet des 3 lives qu'on va faire. On va parler des mécanismes de défense et de plusieurs notions de psychanalyse. Donc là, on part sur autre chose. Non mais, je ne vous dis plus. Qu'est-ce que le refoulement en psychanalyse? C'est un mécanisme de défense où la conscience se débarrasse de ce qui la dérange. C'est une technique de relaxation pour réduire l'angoisse. C'est un processus où les désirs refoulés deviennent conscients. Ou c'est un processus d'évitement des émotions négatives. Qu'est-ce que le refoulement? Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, le mécanisme du refoulement, ça va être un mécanisme de défense mis en évidence évidemment par Freud. Et donc, il va désigner la manière dont la conscience va se débarrasser de ce qui la dérange. Donc, pour un peu imager cette notion, on va penser au terme très simple en fait de refouler. Quand on refoule quelqu'un à l'entrée d'un endroit, par exemple, là, lorsqu'il y a quelque chose qui fait qu'on empêche son admission, enfin voilà, on peut penser au videur de nuit, hein, voilà. Cette personne, elle va pas rentrer dans le lieu, elle va rester dehors, elle va peut-être attendre, elle va peut-être faire du bruit, voilà. Donc le refoulé, c'est cette personne qui attend derrière la porte. Et donc en psychanalyse, on va pas chercher à se débarrasser de cet élément perturbateur, hein, on peut pas éliminer les gens comme ça, hein, voilà. Mais en fait, il va s'agir de prendre conscience de cet élément qui dérange, voilà, il est là, ok, il y a quelque chose qui dérange, il est là, qu'est-ce qu'on en fait? On va l'identifier et voir qui cherche à l'éliminer et comment, ok? Oh là là, la question qui tue, j'ai hâte de voir la réponse. Donc une fois ces obstacles levés, il va falloir trouver une place à se refouler pour qu'il s'intègre de la manière la plus harmonieuse possible. Voilà, donc on a cet élément perturbateur derrière la porte qui cherche à rentrer, donc on l'identifie, on essaie de comprendre un peu ce qu'il veut, et on va l'intégrer de manière harmonieuse. Et dans les situations de traumatisme ou d'injustice, le processus de refoulement, en fait, il va maintenir le traumatisme dans la partie invisible de notre psyché. Et donc le refoulement, il va perdurer jusqu'à ce qu'il se produise une sorte de réparation. Et donc ça peut consister par le simple fait de reconnaître ce qui a été refoulé, de le remonter à la conscience, et voilà. Après, on apprend à vivre avec, on essaie de s'apaiser à ce niveau-là. J'en sais rien. Oh, comme il te mouille pas! Tu te mouilles pas, la Katsu. Tu as peur? Tu as peur de la réponse? Donc maintenant, on va passer aux névroses. Donc, en psychanalyse, on entend souvent parler de 3 instances qui sont les névroses, les psychoses et les états limites. Donc là, on va commencer par parler de la névrose. La base de tous les Pokémon. L'unique, l'absolu. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Mais vas-y, qu'est-ce que t'aurais dit, toi? Méchant que tu es. Toi, t'aurais dit un truc méchant, c'est sûr. Je veux voir à quoi elle ressemble. Attends, si ça existe. En plus, je sais même pas si ça existe. Ça a l'air d'exister. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli. J'attends Ziglo. Donc, prochaine question pendant ce temps.
comment les symptômes d'une névrose se manifestent-ils selon Freud? Comme une défaillance de la mémoire, comme une absence d'émotions négatives, comme une expression symbolique d'un conflit psychique ou comme une réaction à un trauma physique. Oui, je suis une déesse qui sait tout faire, c'est connu. Ouais, je suis d'accord. J'attends Ziglo, la balle qu'il allait me mettre. Oh, je suis... Après, tu vas me faire culpabiliser, ça c'est pas bien, parce que tu sais que ça marche. Non, mais parce que je sais que t'allais m'envoyer une balle, donc j'attends, je suis prête. Tu vois, j'ai enlevé le gilet pare-balles et tout, je suis prête à le recevoir. Donc effectivement. Alors, le terme de névrose, pas mal, bravo. Il est défini par Laplanche et Pontalis. Laplanche et Pontalis, vous voyez, j'ai un grand dictionnaire, il y a plein, il y a deux même, c'est même en 2 tomes et tout, ils ont fait tout le vocabulaire de la psychanalyse. Bon bref, donc c'est défini comme une affection psychogène où les symptômes sont l'expression symbolique d'un conflit psychique trouvant ses racines dans l'histoire infantile du sujet et constituant des compromis entre le désir et la défense. Donc la névrose, elle se manifesterait par des symptômes qui renseignent sur un compromis passé entre le désir intérieur du sujet, donc voilà, on a envie de quelque chose, et son mécanisme de défense par rapport à la réalité extérieure. Alors ça, généralement, c'est voilà, on a envie de quelque chose, mais on ne peut pas forcément l'exprimer ni l'avoir, donc on a le mécanisme de défense qui vient pour bloquer un petit peu tout ça. Donc on souffre tous un petit peu de névrose, hein, parce qu'on doit tous gérer notre monde intérieur en fonction du monde extérieur. Et donc, on va voir un petit peu plus en détail comment est composée la névrose. Sur méchant comme il allait dire je connais même pas les Pokémon. Mais je cherche, c'est pas parce que je les connais pas que voilà. C'est pas gentil quand j'espère qu'il aurait pas dit ça quand même. Donc, dans la névrose, il y a quoi? Il y a de l'angoisse. Donc la souffrance, tout comme l'angoisse, ça va être des phénomènes normaux que tout individu connaît au cours de sa vie. Hein. Voilà, normalement tout le monde a déjà été angoissé ou en souffrance. Bon. Et donc l'angoisse, elle démontre dans la réalité tout le travail psychique qui s'effectue lorsque une personne se retrouve face à certaines situations. Tension, deuil, danger, etc. etc. Et donc, elle est quand même nécessaire à la vie psychique. Hein. Donc elle possède une fonction d'alerte, de signal, afin de prévenir le moi d'un éventuel danger. Donc c'est plutôt pratique quand même de ressentir des choses qui nous alertent sur le fait que, bon, peut-être là ça craint, faut pas y aller. C'est plutôt pratique. Et donc, à la source de l'angoisse, on note donc un danger réel, vécu historiquement par l'espèce, et chaque sujet au cours des premiers instants de la vie. Roux carnage, c'est horrible. Roux carnage. Il faut pas que je tombe sur des trucs de fou. Hein. Roux carnage. C'est mignon. On dirait un oiseau gentil, mais en fait, elle peut être méchante. J'aime beaucoup. Je valide. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très mignon en plus. Ah, il y a des jolies couleurs et tout. J'aime beaucoup. C'est exactement moi en plus. Tu m'as très bien cerné. Bravo. Prochaine question. On est toujours dans la névrose. Quand l'angoisse devient-elle pathologique? Lorsqu'elle est causée par une mauvaise gestion du stress, lorsqu'elle est liée à un conflit externe, lorsqu'elle est d'origine sociale, ou lorsqu'elle dépasse le contrôle de l'individu. Bien joué. Vous pouvez être très fiers de vous. Donc l'angoisse, ça va être un signe clinique des plus fréquents dans les états névrotiques. Hein, et elle va devenir pathologique lorsqu'elle dépasse le contrôle de l'individu. Dès qu'on ne peut plus contrôler, que ça nous dépasse, vraiment, là, ça devient problématique. Donc cette angoisse, ça va se décliner sous plusieurs formes. On va faire 3 questions. J'étais mieux cerné que 400 en tout cas. Non, parce qu'il a raison aussi. Je suis un mix des deux. Quelle est la caractéristique de l'angoisse qu'on appelle libre et flottante? Donc c'est lié à un élément spécifique du corps, c'est réprimé dans l'inconscient, c'est manifesté uniquement lors de crises aiguës ou elle est constamment présente dans la vie du sujet.
Donc l'angoisse libre et flottante. Ok, on a un petit peu de tout là. Donc effectivement, l'angoisse libre et flottante, elle est constamment dans la vie du sujet. Rien de plus à dire. C'est assez lourd quand même, hein. Et comment se manifeste l'angoisse liée, selon Freud? Voilà, on l'appelle comme ça, l'angoisse liée. Donc elle se manifeste sous forme de pensée obsédante, elle s'exprime à travers un élément du corps, elle est liée à des conflits sociaux externes, ou elle se traduit par un état de calme intérieur. On va parler des déesses en plus un jour, quand on fera la sexualité sacrée, les archétypes dans la sexualité. Vous me direz quelle déesse je suis. Ok, ok. Effectivement, dans l'angoisse liée, elle va se poser sur le corps à un certain endroit et elle va s'exprimer à travers de cet élément. Ça, on l'a déjà vu par exemple avec la psychosomatique, ok? Quand on a, je sais pas, je vais dire un organe, mais c'est pas vraiment ça, mais bon voilà, on se sent pas bien, oppressé. L'oppression, par exemple, c'est très souvent lié à l'angoisse, voilà. Le mal au ventre, la nausée, ces choses-là, ça se pose en fait sur un élément de notre corps et c'est comme ça qu'elle s'exprime. Le corps s'exprime, il exprime l'angoisse notamment. Qu'est-ce que l'angoisse paroxystique? À tes souhaits. C'est une forme d'angoisse sans raison apparente, c'est la forme aiguë de l'angoisse présentée sous forme de crise, c'est une angoisse ressentie seulement la nuit ou c'est une angoisse qui se manifeste de manière progressive. Katsu, il cherche les déesses là. Enfin, il peut pas tout faire, il peut pas répondre au quiz et trouver la déesse. Mais là, je vais parler, Katsu. Donc, tu as le temps de trouver la bonne réponse. Donc voilà, l'angoisse paroxystique, c'est la forme aiguë, certainement la plus aiguë, qui se présente sous forme de crise d'angoisse. T'as fini avec tes questions. J'aurais dit Méduski. Ouais, j'aime bien, ça me va. Donc on a l'angoisse. On a aussi les troubles de la pensée, qui vont être aussi fréquents dans la névrose. Donc dans ces troubles de la pensée, on va avoir les croyances irrationnelles, donc tout ce qui va être pensée magique, souvent accompagné d'idées obsédantes. On va avoir les ruminations mentales avec la majoration du moindre problème, des interrogations négatives sur l'avenir. Ça, on l'a vu la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus trop, avec les distorsions cognitives. C'est clairement ça, hein, les ruminations mentales un petit peu. Enfin, ça en fait partie en tout cas. Les doutes permanents et les troubles de la mémoire et un sentiment d'insécurité. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. J'ai fait ouvrir 4. Hera, la déesse de la féminité. Je sais pas trop, ouais. Je ne suis pas... je sais pas. Peut-être. Si tu le dis. Il essaie de me saucer là surtout en fait. On a donc l'angoisse, des troubles de la pensée, mais aussi des troubles de la personnalité. Donc on peut voir des difficultés relationnelles, donc un sentiment d'incompréhension par les autres, une grande sensibilité lorsque les relations varient, une dépendance à autrui, besoin des autres, besoin d'être accompagné, supporte mal le jugement des autres. Ça, on en a beaucoup. C'est en ça que je vous dis, enfin, les névroses, on les tous un petit peu. Franchement, c'est la majorité des personnes quand même. Mais avec différents symptômes, je peux dire ça comme ça. On peut avoir le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être apprécié, la présence d'un conflit intérieur, difficulté à adopter une seule solution, la personne elle va toujours être partagée entre deux perceptions si ce n'est plus. Bon voilà, ça peut être assez compliqué. Hein. C'est Artemis c'est la chasse, mais dans ton cas, le côté tueuse en série. Heureusement que les gens qui sont là savent de quoi on parle, parce qu'ils pourraient s'inquiéter. Elle s'occupe de l'accouchement aussi. Oh non mais surtout, je crois pas qu'il y en a sur la déesse de la féminité. Je sais pas. Je les connais pas. J'ai un live prévu sur ça, mais je suis pas sûre. Moi, j'aurais dit la guerre, alors tu vois. Indépendant des panthéons. Qui est la déesse Hera? Déesse du mariage, déesse éminemment fidèle. Elle était censée garantir, protéger la fidélité entre époux. Elle était une déesse du mariage, mais du côté féminin. Il a pas trop tort. Sage-femme, c'est le troisième métier. J'ai jamais accouché personne, hein. Et je veux pas que ça m'arrive, hein. Donc voilà pour la névrose de manière générale. Maintenant, on va passer à la névrose hystérique. Donc en fait, depuis Charcot,
qui a évoqué la grande crise hystérique. Ça a quasiment disparu aujourd'hui, hein. Le tableau clinique de l'hystérie, il a beaucoup évolué. On va le voir ce soir, mais l'hystérie, on en parle souvent, donc voilà, vous allez être habitués. Les symptômes corporels existent toujours, mais ils ne sont pas cantonnés aux zones orales et génitales, mais bien à tout le corps, s'exprimant donc symptomatiquement et symboliquement. Donc là, on va voir 3 questions donc, sur la névrose hystérique. D'où proviendrait le symptôme hystérique selon la psychanalyse? Elle serait quelle fleur selon toi? Je sais pas qu'est-ce qu'il a ce soir. Quelle fleur? Allez, allez. Katsu, tu dois répondre. Mais Ziglo aussi. Donc, les symptômes hystériques. Conflit avec la société ou la famille, un traumatisme physique subi. Ok, voilà. Donc, bien joué à la personne qui a répondu juste. Très bien. On passe aux 2 autres questions. On va blablater après. Hein. Comment se caractérise l'abasie? Par une impossibilité ou une difficulté de la marche, par une altération des perceptions sensorielles, par une incapacité à bouger les bras ou par une perte temporaire de la capacité à parler. Elle nous confond, Katsu. Quoi? Bah non. La rose magnifique avec un parfum corps épicant se refait pas dans son. Katsu qui ne m'a jamais senti. Pardon. Du coup, je fais des liens avec d'autres choses. Katsu comprendra. Mais bref, 3e question. Effectivement, la basie, c'est on peut plus marcher. Moi, j'ai toujours cru que c'était là, on peut pas parler, mais c'est l'aphasie, je crois. Je sais plus. Alors, que peut traduire l'abasie? La volonté du sujet de ne pas aller dans un lieu interdit, elle est un symptôme d'un conflit physique, elle est causée par un choc émotionnel ou elle révèle une problématique neurologique. Commence pas sur... Non, je commence pas. Moi, j'aurais dit l'ortie. Oui, ça me va aussi. Ça me va aussi. Ok, effectivement, là, on est un petit peu dans l'analyse, voilà, des symptômes, et effectivement. Mais oui, ça peut... Je suis d'accord avec ceux qui ont répondu, ça peut être causé par un choc émotionnel. Parce qu'effectivement, j'allais dire, c'est pas très joli, mais tu deviens pas hystérique comme ça du jour au lendemain non plus, quoi. Très bonne en soupe, mais irritante. Je peux être très irritante, je pense. Mais bonne en soupe, j'espère pas. Il faut l'accueillir dans le bon sens. Donc, l'origine du symptôme hystérique, ça viendrait d'un conflit intrapsychique qu'on doit résoudre. Ce symptôme, il va représenter la solution de compromis entre un désir, qui a été refoulé évidemment, et l'interdit, permettant la réalisation de ce désir, mais de façon détournée, déguisée. Donc chez l'hystérique, les représentations physiques, elles vont être symboliques. Donc leur manifestation, ça peut être une syncope, une fugue chez les adolescents, des pleurs, mais on a aussi donc l'abasie. Donc ça va être l'impossibilité ou une difficulté de la marche, qui pourra donc être traduit par la volonté du sujet à ne pas aller dans un lieu interdit. Et pour ce faire, bah du coup, il va nulle part. Voilà, on adore, on adore, on adore. On fait une prochaine question. Comment se manifeste l'affect chez l'hystérique selon Freud? L'affect semble totalement absent, il est excessivement présent et incontrôlable, il est modulé et contrôlé, ou il est exprimé uniquement par des actes. Mais non, pourquoi veux-tu qu'il ait exploré l'Antarctique? Il était dans des amphis à faire des cours et à mettre en scène des femmes hystériques. Toi aussi, définis-le avec n'importe quel sujet. Ouais, c'est clair, allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Oh, intéressant. Ok. Ouais, peut-être, il a fait les deux. Mais arrête, attendez, petite pause, hein, je suis désolée, mais... Attends. Charcot et l'Antarctique, arrête tes conneries. Charcot, Antarctique. Oh. Ouais. Et c'est un médecin explorateur polaire français, un officier de la marine française. Pourquoi Charcot est-il connu? Ah ouais, non, c'est le même, hein, il a raison. Non, il a raison. Charcot était le premier à introduire la démarche scientifique dans l'étude des maladies du système nerveux.
Mais bon, on parle bien du même. Non, attends. Non, parce qu'attends, là, ça parle de 6 septembre 2021. Quand est mort le commandant Charcot? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Charcot aujourd'hui. Bizarre. Bon, on cherchera cette histoire, mais en tout cas, effectivement, intéressant. C'était quoi le prénom de ton médecin? Je sais pas, il me vient pas là, mais attends. Là, il y est, mais je sais pas. Non, là, il y a marqué Jean-Baptiste sur Charcot. Attends, et Charcot hystérie. Il était peut-être médecin aussi. Jean-Martin. Et on a dit qu'il s'appelait comment l'autre? J'ai déjà oublié. Jean-Martin. J'ai jamais su son prénom en fait, je me rends compte. Jean-Martin et là Jean-Baptiste. Ah, c'est peut-être pas les mêmes, hein? Jean-Baptiste et Jean-Martin. C'est bizarre cette histoire. Ils étaient tous les deux neurologues aussi. La pitié s'appelle Jean-Martin. Jean-Martin. Jean-Baptiste. Ah, c'est étrange cette histoire. Bon, je vous laisse faire la recherche. Pas avec une étudiante, j'espère. Oh, ça, peut-être avec une hystérique, hein. On n'a pas fait le blabla, on est d'accord, hein. Oui, on était sur l'affect. Excusez-nous. Donc, chez l'hystérique, l'affect, il semble être totalement absent. En fait, le sujet, il va montrer une belle indifférence à l'égard de ses symptômes. Ces affects, en fait, ils ont été convertis. Et l'excitation, elle a été transposée dans le corporel. Donc, en fait, toute l'excitation qu'elle n'exprime pas par la parole, elle va l'exprimer par le corps. Et lorsque cette opération, elle échoue, eh bien, le sujet il va souffrir de ces symptômes ou va éprouver de l'angoisse. Donc l'affect, il est absent et la représentation de cet affect est totalement refoulée. Et donc ça, on va le constater par des troubles de la mémoire qui va toucher tous les souvenirs qui pourraient s'apparenter à du sexuel refoulé. On va à nouveau retrouver la nécessité de la névrose. Les troubles de la mémoire, ils vont protéger le sujet d'un refoulé trop violent pour sa conscience. On oublie pour ne pas souffrir, hein. Mais le trouble en lui-même, il peut être considéré comme un inconvénient quand même. Parce que c'est pas très fou, on se souvient pas, mais on part un petit peu en live quand même au niveau du corps, hein. Donc le lien avec les mots, ça va être le lien le plus difficile à rétablir chez l'hystérique. Et il y a un mot, il y a un livre d'ailleurs à ce sujet qui est Trouver les mots pour le dire. Enfin, on dit ça, il y a un mot ouh là là, il y a un livre qui s'appelle Les mots pour le dire et qui est en lien avec tout ça qui est très intéressant. Donc maintenant, on va découvrir tout ce qui est manifestations somatiques et psychiques qu'on va retrouver dans le cadre de l'hystérie. Le neurologue, c'est son père. Parce qu'il y a aussi le gars qui a donné son nom à la maladie. Ah, du coup, famille de neurologues, ça se tient. Ah ben oui, je suis complètement con, bien sûr, oui. Et oui, la maladie de Charcot, tout à fait. Mais tu sais que quand tu es focus dans un domaine, tu oublies tout le reste. Effectivement, moi, Charcot, je le vois dans son amphithéâtre, là, avec les hystériques, mais oui, effectivement. Eh ben, on apprend des choses tous ensemble, c'est beau, hein. Alors, prochaine question. Que désigne la conversion hystérique dans la psychanalyse? L'angoisse, ça va être transférée sur un organe et elle se manifeste par le corps. Lorsque les symptômes physiques sont permanents, c'est lorsque les symptômes corporels sont causés par une maladie somatique, ou c'est lorsque l'angoisse se manifeste uniquement par des pensées. Ok, bien joué à la personne qui a répondu juste. Donc, on va parler de conversion hystérique lorsque l'angoisse est transférée sur un organe et se représente sous forme de troubles corporels. Donc là, on est dans les manifestations somatiques, hein. Ce phénomène, il apparaît souvent après une dispute, une difficulté. Elle est réactionnelle à un événement particulier. D'accord? Un phénomène réactionnel, c'est en réaction à quelque chose, hein. Donc concrètement, ça peut se manifester par des tremblements, une fatigue importante, des contractures musculaires, des crampes, mais ça peut aussi toucher la digestion, l'odorat, l'ouïe, etc., etc., etc. On passe à deux prochaines questions. Que sont les manifestations psychiques transitoires?
des réactions permanentes liées à un traumatisme, des manifestations qui apparaissent puis disparaissent, des manifestations uniquement physiques ou des symptômes qui durent de manière continue. Le fils de jury sera lui aussi psychopathe. Peut-être. Peut-être pas. La famille de psy, t'imagines? Pourquoi le fils d'ailleurs? Pourquoi pas la fille? Ok. On va passer à la deuxième question. Qu'est-ce que la fugue hystérique? L'individu change de personnalité, il est dans un état second et part sans rien dire, il perd totalement la mémoire ou il fuit un danger réel. Ok. Effectivement. Donc, là on est dans les manifestations psychiques transitoires. Donc par transitoire, on entend que ces manifestations vont apparaître, puis disparaître. Et donc la fugue hystérique, c'est quand on est dans un état second et qu'on part sans rien dire. En fait, la personne elle va se couper de toute son existence durant quelques jours. Donc voilà, ça c'est un symptôme qui est assez fréquent dans l'hystérie. On a aussi l'amnésie psychogène. Là, la personne elle est incapable de se souvenir de cette période de fugue. Donc elle a fugué mais elle ne se souvient plus. Et on a les personnalités multiples. Donc il peut arriver que coexistent chez l'individu plusieurs personnalités distinctes, chacune prédominante à un moment déterminé. Ça c'est un petit peu plus complexe, on aura certainement l'occasion d'en parler lors d'un prochain live, mais voilà, ça fait partie des symptômes qui sont possibles. Voilà. Mais c'est pas typique de l'hystérie non plus. Comment se manifeste l'insatisfaction affective chez un individu? Donc il exprime ses émotions de manière excessive, il cherche à se faire aimer par les autres, il ne se sent jamais suffisamment aimé ou il se sent constamment heureux. Il y a beaucoup plus d'hommes chez les psychopathes, c'est pas faux. Mais il y a aussi des femmes. Ah oui, comme beaucoup de TikTokeuses. Oui. Voilà. Donc sur TikTok, nous avons effectivement une recrudescence de cas de personnalités multiples. Bref, on ne va pas aller sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Alors, on a combien de questions là? On en a 2. Donc on continue. Donc effectivement, l'individu ne se sent jamais bien joué, il est mignon pour ces 3 bonnes réponses d'affilée. On a bientôt fini. Comment est décrite la mythomanie? L'individu croit que ces histoires sont vraies, l'individu invente des histoires pour attirer l'attention, il cache la vérité pour protéger son image, ou il se raconte des histoires sachant que ce n'est pas la réalité. Ok. Ok. Alors, là on est dans les manifestations psychiques durables. Donc on va avoir l'insatisfaction affective. Donc là, la personne elle ne se sent jamais suffisamment aimée. Elle va être constamment à la recherche de preuves d'amour, de marques d'attention. Elle va avoir besoin d'être rassurée. On va avoir aussi le mode de pensée imaginaire. Ça va être une façon de se réfugier. Hein, l'imaginaire, souvent, c'est un refuge. Hein. Donc la personne, elle perçoit la réalité, mais pour y faire face, elle va l'agrémenter de fantaisies imaginaires. On a la mythomanie. Donc là, la personne, elle va se raconter des histoires, tout en sachant que ce n'est pas la réalité. On va en parler des mensonges. Alors, on va pas vraiment parler de la mythomanie, mais on va parler du fait de faire des mensonges. Voilà. Ça va être très intéressant. Mais pas dans ce live-là, hein, c'est dans les préparations à venir. On a l'insatisfaction générale. Donc là, la personne, elle va être fréquemment dans un rôle de victime. Les autres n'étant pas assez présents, attentifs pour elle, ça va être très très douloureux pour elle. Donc voilà, l'insatisfaction générale. On va avoir la recherche d'attention. Donc là, elle va avoir besoin qu'on la remarque, qu'on la prenne en considération. Elle va tout tenter pour sortir du lot, d'attirer l'attention par son exubérance et son théâtralisme. Voilà, l'hystérie, après aussi, c'est assez connu pour ça, vraiment tout le côté théâtral des hystériques. Et enfin, on a l'immaturité affective. Donc là, l'individu, il est dépendant affectif et il souffre d'hypersensibilité. Donc la dépendance affective, on en a déjà parlé. On va encore en parler aussi dans quelques temps. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on voit et qu'on revoit quand même. Et de HPI, hyperactif, souvent tout ça. Oui, voilà, oui, ils ont le combo gagnant. Mais non, jamais Ziglo. Dis-nous. Combien? 2, il y en a juste une qui s'est pas encore fait attraper. Ok, on termine avec la dernière notion. Donc on est toujours dans la névrose. Hein.
Donc, quelles sont les 3 grandes caractéristiques de la névrose obsessionnelle? Obsession, phobie, dépression, obsession, compulsion et rituel, obsession, impulsivité et comportement impulsif, ou obsession, anxiété et évitement. Alors, obsession, compulsion et rituel. Tac. Et on a 2 questions. Qu'est-ce que l'obsession? Si je vais dire, elle serait qui? Ah. Vas-y, on écoute. C'est intéressant les mensonges pour les personnes utilitaires quand tu pousses, c'est jamais à 100%. C'est-à-dire, hein, utilitariste. Qu'est-ce que tu entends par là? Mais le thème des mensonges, ça va être intéressant. Donc l'obsession, c'est une intrusion dans l'esprit du sujet qui engendre une lutte anxieuse, une idée qui est facilement mise de côté, un désir inconscient de contrôler les autres ou une pensée qui est entièrement contrôlable. Ok, bien joué. Donc, la névrose obsessionnelle, elle est donc définie par 3 grandes caractéristiques qui sont l'obsession, la compulsion et les rituels. Et donc l'obsession, elle peut être définie comme une intrusion dans l'esprit du sujet qui va engendrer une lutte anxieuse destinée à l'écarter. Et donc ici, on va parler de pensée incontrôlable. Et donc là, on va développer un petit peu les types d'obsession et on s'arrêtera là pour ce soir. Donc, l'obsession idéative. On se sent submergé par des émotions incontrôlables, on est obsédé par une tâche précise qu'on doit accomplir, et donc effectivement, l'obsession idéative, c'est on est assiégé par des idées qu'on n'arrive pas à mettre de côté. Ouh, petite remontée, bien joué. Quelle peur définit l'obsession phobique? Le sujet a peur des situations sociales, le sujet a peur de l'avenir ou de l'inconnu, le sujet craint des actes qu'il pourra accomplir ou le sujet craint un objet. Mon cerveau est un peu... Oui, j'entends, mais franchement, vous vous en sortez très très bien. Et puis on a 37 questions, moi je vous l'avais dit, c'est assez temps d'accès ce soir. Donc effectivement, l'obsession phobique, le sujet craint un objet. Et dernière question, ouh, là, la 4e, la 5e place, ils sont en train de se battre. Alors, en gros, le fait de privilégier le plus grand nombre, comme la question la plus connue du il y a 2 voies, un avec une personne et l'autre avec 5 personnes, l'autre ne peut pas être arrêté, mais tu peux choisir sur quelle voie il va aller et tuer. Donc tu choisis de tuer 2 ou 5 personnes, c'est ça? Bah attends, mais quel est le rapport du mensonge? Ça part loin là, non? C'est ça l'idée déjà ou pas? Bon, et bref, donc on vous laisse poursuivre. On fait la dernière question, je vous fais le blabla et on voit le podium. Donc, qu'est-ce que l'obsession impulsive? Le sujet craint d'accomplir un acte absurde, le sujet est assiégé par des idées récurrentes de violence, le sujet a peur de ne pas accomplir les tâches quotidiennes, ou le sujet est obsédé par l'idée de causer du tort aux autres. Il fait un AVC. Mais non, 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 je pense avoir compris, c'est très intéressant ça comme théorie. Enfin, je vois ça plus du côté du choix en fait. Et du pire choix à faire. À quel moment tu choisis plutôt d'en sauver 2 ou 5, tu vois? Donc, on fait le blabla et on passe à l'autre truc. Donc, effectivement, le sujet va craindre d'accomplir un acte absurde. Donc, il y a plusieurs types d'obsessions. On a l'obsession idéative. Donc là, le sujet, comme on l'a vu, il est assiégé par des idées qu'il n'arrive pas à mettre de côté. On a l'obsession phobique. Donc là, on a peur d'un objet, d'une situation. Ici, c'est la simple pensée qui est crainte. Hein. C'est pas une phobie, parce que la phobie, c'est la confrontation à l'objet qui fait peur. Donc l'obsession phobique, c'est la pensée, imaginez le truc, et la phobie, c'est vraiment quand on est confronté à l'objet. Et l'obsession impulsive, c'est le sujet qui craint d'accomplir un acte absurde.
Donc la compulsion, ça va être le versant comportemental de l'obsession. C'est la mise en acte, c'est le comportement du sujet. L'acte à accomplir est généralement absurde, gênant, voire ridicule et s'impose au sujet. Et le rituel, ça va être une suite fixe d'actes à accomplir que le sujet considère là aussi comme absurde, mais dont il ne peut pas s'empêcher de faire ça. On le voit souvent avec les tocs, hein, c'est voilà, ce type de rituel. Et donc il va être destiné à neutraliser l'angoisse et la détresse relative à l'obsession. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? En troisième place, nous avons le Yéti mignon, suivi de crâne serviable. Et en première place, le dove volant. Bien joué. Et suivi de panda et d'un deuxième crâne. Bien joué à vous. Franchement, vous avez géré. Moi, je suis fière de vous. C'était pas évident, effectivement. Oui, c'était pas, c'est pas un des lives les plus simples, hein, je l'entends. Mais c'est la base de la psychanalyse. Voilà. Voilà. Donc, bon, j'espère que ça vous a intéressé quand même. Alors, attends. Non, une ou cinq personnes dans la notion que souvent les gens défendent la vérité absolue, mais personne défend la vérité à 100%. Ouais, il y a plusieurs niveaux. Et là, c'est une théorie qui vise à réfléchir en privilégiant le bien du plus grand nombre, qu'on va préférer sacrifier une personne plutôt que 5. Oui, d'accord, ok. Ok. Bon, t'as trouvé que c'était compliqué? T'as fini premier? Pour un retour, ah ben franchement, oui. Franchement, t'as pas à rougir, c'est très très bien. Tocard. Qui c'est qui klaxonne comme ça dans les cours? Donc, semaine prochaine, on va parler de psychose, de schizophrénie, de délire, d'état limite, de régression, de lapsus et d'actes manqués, de somatisation, d'idéalisation, de sublimation, de déplacement, de projection. Attends, c'est pas possible. On va parler de beaucoup de choses. On a combien de questions? Attendez, je vais regarder parce que là, je me dis, on n'est pas couché avec ça. C'est où? On a 29 questions la semaine prochaine. Et la dernière semaine, on en a 17. Voilà, on profite au moins ensemble, c'est bien. Bon, ben moi, j'ai trouvé ça cool. J'espère que ça vous a plu. Je vais pas tarder parce que j'ai pas mangé, j'ai la dalle, j'ai une douche à prendre, j'en peux plus, il est quasiment 21h. Donc voilà. Mais j'ai bien kiffé. Et puis, écoutez, merci à vous d'avoir été présents. Il n'y a pas de sondage ce soir parce que là, on est parti pour 3 semaines sur ce sujet-là. Donc voilà, hein. On va parler de ça. Et on se retrouve demain, je crois. Hein. Oui, demain on continue Baldur's Gate. On se rapproche dangereusement de la fin. Alors, des personnes en qu'il y avait en réalité plus de facteurs. Par exemple, une personne reçoit un organe qui peut lui sauver la vie, mais là, 5 personnes à et si tu récupères les organes de la personne que tu les autres, tu peux sauver les 5 là, du coup là, tu sauves pourtant les deux personnes. Ah oui, mais complètement. Mais après, si tu te mets à analyser chaque personne, aussi chaque cas, machin, enfin, tu t'en sors plus. Et c'est en ça que, en fait, tu crois que tu as 2 choix, mais tu en as bien plus que ça. Ton cerveau fonctionne autrement que moi. Mais non. Ça serait moi de l'autre côté du quiz, ça serait pas forcément aussi évident. Donc, non. Non, mais franchement, je suis fière de vous. Vous avez bien géré. C'est top. Donc, écoutez, bonne soirée à vous aussi. Je vous fais plein de bisous. Bon courage pour la suite de la semaine. Et on se retrouve demain soir à 17h30 par là pour la suite de Baldur's Gate. Ah bah oui, clairement. Ouais, vous étiez au taquet ce soir, c'est chouette. Merci Diglo pour toutes tes questions aussi. Allez, plein de bisous, passez une bonne soirée et à demain soir pour ceux qui seront là. Des bisous, ciao.